Bien, eh bien, nous pouvons reprendre pour cet après-midi avec 5 petites minutes de retard. Donc, après avoir passé une matinée où il y avait beaucoup de perspectives historiques, nous entrons maintenant dans le cœur des discussions contemporaines, strictement contemporaines, ce qui n'interdira pas de faire des rappels à l'occasion. Mais nous allons parler, il y aura quatre présentations cet après-midi, les deux premières étant groupées. Les deux présentations sont les deux parties d'un tout. Donc je vais présenter les deux intervenants à venir en même temps. Les deux présentations se succéderont immédiatement et on réservera les questions pour l'ensemble des deux présentations à la fin des deux présentations. Voilà. Donc, première intervenante sera Sophie Berlioz, qui est docteure en philosophie de l'EHESS et qui est aujourd'hui consultante en ressources humaines. Alors, ses recherches ont porté essentiellement sur l'ontologie sociale et plus particulièrement sur le statut et le pouvoir des institutions, sur les actions et le mode d'existence des groupes. Et donc, elle co-animera l'année prochaine avec le second intervenant Frédéric Neff un séminaire d'ontologie sociale à l'EHESS. Je présente maintenant Frédéric Neff, s'il est utile de le présenter. Il fait partie de ces intervenants. On peut se demander s'il est utile de le présenter dans ce genre de contexte. Mais donc Frédéric Neff est évidemment un des représentants, un des pionniers, si l'on veut, de la métaphysique analytique ou contemporaine en France depuis plusieurs décennies, qui a formé un certain nombre des métaphysiciens contemporains francophones. Et il a publié sur un grand nombre de questions de métaphysique, en particulier d'ontologie, avec une trilogie consacrée à l'objet quelconque, les propriétés des choses, et un livre qui vient d'être publié donc en 2017, l'Anti-Hume, et bien sûr une quantité d'autres articles, notamment pour les personnes qui se sont un grand nombre de personnes, peut-être un grand nombre parmi vous d'auditeurs, se sont initiés à la métaphysique en lisant son introduction « Qu'est-ce que la métaphysique ?» chez Gallimard. Voilà, donc je suis très heureux de présenter ces deux présentations de Sophie Berlioz et Frédéric Neff qui auront pour thème commun la composition et l'ontologie sociale. Oui, alors comme le disait Jean-Baptiste, nous proposons là, en début d'après-midi, d'ouvrir une parenthèse d'ontologie sociale pour aborder les problématiques de composition qui sont également centrales pour comprendre les objets sociaux. Donc nous aborderons la composition en ontologie sociale d'abord du point de vue de l'objet, avec mon exposé, et ensuite du point de vue des processus, avec l'exposé de Frédéric Neff, qui suivra donc le mien. Alors mon exposé traite de la composition à partir de l'examen de la relation entre un collectif social et les membres qui le composent. L'exposé comprend deux parties. Une première partie où j'examine les problèmes auxquels les solutions perdurantistes et endurantistes sont confrontées pour envisager la persistance des collectifs sociaux dont l'ensemble des membres disparaissent. Et dans un deuxième temps, pour résoudre le problème posé par l'intermittence de l'objet, j'envisagerai la solution mixte en termes de continuant et d'occurrent qui est proposée par Peter Simons, et donc j'envisagerai son application aux objets sociaux. Alors avant d'aborder la question donc, de la composition des objets sociaux, je voudrais préciser en quelques mots ce qu'est un objet social, un objet qui se distingue de l'objet physique et de l'objet mental. En effet, les objets sociaux dépendent des êtres humains pour exister, mais dans le même temps, ils orientent leurs actions. L'État, les entreprises, les banques constituent la structure invisible de la réalité sociale, pour reprendre l'expression de John Searle. Il s'agit d'objets dont la fonction et le statut sont collectivement reconnus par un groupe social donné, et d'objets dont l'existence se manifeste donc dans les interactions, les actions et les relations qu'ils impulsent. Ces entités, donc à la différence des objets physiques et naturels, sont imperceptibles. Nous ne pouvons pas les percevoir directement. En effet, à la différence du bloc de marbre qui a la forme de la statue, les fonctionnaires, eux, n'ont pas la forme de l'État.
les salariés ou les actionnaires celle de l'entreprise, le billet de banque celle de la monnaie, bien qu'ils soient et qu'ils en soient des parties matérielles. Mais pour autant, bien qu'imperceptibles, les objets sociaux ne sont pas de simples constructions ou épiphénomènes, car ils ont des pouvoirs causaux. Ils encadrent, ou plutôt se confondent avec nos actions, nos conduites et nos interactions. Ils organisent, pour ainsi dire, la société. Ceci met donc en évidence le statut particulier des objets sociaux, qui sont des objets qui sont à la fois précaires et autonomes. Ils sont précaires car sans l'existence des êtres humains, ils n'existeraient pas. Ils sont en ce sens dépendants des actes intentionnels des êtres humains. Il s'agit là d'une dépendance historique, pour reprendre la notion d'Amy Thomasson, qui la distingue de la dépendance constante. Et comme elle l'a montré, il y a dépendance par rapport à l'acte de création initiale, mais dès lors que l'objet entre dans le cours du social, des effets non intentionnels ou dérivés peuvent apparaître. C'est le cas, par exemple, de la crise économique ou de phénomènes de récession qui ne sont pas directement des phénomènes intentionnels. Et donc, ils sont également autonomes, car ils détiennent des pouvoirs causaux et ils existent, pour ainsi dire, indépendamment des volontés individuelles. Et ce point-là est vraiment essentiel, car il montre que les objets sociaux qui sont dépendants historiquement des intentions présentent aussi une autonomie dans leur mode d'existence. Par exemple, l'État est dépendant des actes intentionnels de ceux qui en sont à l'origine, mais il est irréductible à la somme des intentions qu'il compose. Si je décrète, par exemple, seul ou en famille que l'État n'existe pas, l'État ne cesse pas pour autant d'exister. Voilà, donc après cette présentation succincte des objets sociaux, je voudrais examiner les problèmes relatifs à leur composition. Et pour cela, je vais partir d'un cas extrême que je vais vous lire. Donc, le 4 mai 1949, en fin d'après-midi, le brouillard ceint les alentours de Turin. Par visibilité médiocre et à quelques minutes de l'atterrissage, l'avion transportant les champions d'Italie s'écrase en contrebas de la basilique du Superga. Les footballeurs revenaient d'un match amical à Lisbonne. Les 31 passagers meurent dans la catastrophe. Sur les pentes de la colline, les 18 joueurs et l'entraîneur du Torino Football Club disparaissent. Quelques mois plus tard, l'équipe se recompose et poursuit le championnat. Alors, l'examen de la composition des équipes sportives est courant en ontologie sociale, qu'il s'agisse des cas de continuité d'une équipe malgré le remplacement de ses membres, qui a été analysé par Achille Varzi et Michael Slater, ou de la fusion d'équipes en un même objet juridique, la Fiorentina et la Florencia, qui avait été un cas qui a été analysé par Maurizio Ferraris. Et je choisis ici un cas extrême de disparition synchronique, donc de tous les membres de l'équipe, pour dégager une caractéristique fondamentale des objets sociaux dans leur relation au temps. Alors, que nous dit ce cas? Donc, tous les joueurs du Torino disparaissent simultanément dans un accident d'avion. Mais les joueurs de l'équipe sont ensuite remplacés, un nouveau groupe se forme et le Torino poursuit le championnat italien malgré la catastrophe de Superga. Ce cas pose donc de manière radicale la question de savoir si une équipe comme objet social peut survivre à la disparition simultanée des membres qui la composent. On peut distinguer dans ce cas extrême 3 moments associés à 3 états qualitatifs différents de l'histoire de l'équipe. Un premier moment, avant l'accident, où l'équipe est composée d'un groupe de joueurs, nommé G1. Un deuxième, après l'accident, où l'équipe n'existe plus physiquement, n'étant plus composée d'aucun joueur, nommé G0. Et un troisième, à l'issue de son renouvellement, où l'équipe est composée d'un nouveau groupe de joueurs, G2. Alors, s'agit-il de la même équipe, bien qu'elle présente tout au long de ces moments des propriétés différentes, dont celle de ne plus exister matériellement? Donc, je vais préciser là la décomposition, disons, de l'exemple. Donc, avant l'accident, l'équipe a la propriété d'être G1. Après l'accident, l'équipe a la propriété d'être G0. Après la recomposition de l'équipe recomposée a la propriété d'être G2 et non G0 et non G1. Et en vertu de la loi de Leibniz, si des objets sont identiques, alors toute propriété de l'un est une propriété de l'autre, et réciproquement. Donc si l'équipe est identique avant l'accident, après l'accident et après sa recomposition, elle est à la fois G1 et G0, elle est à la fois G0 et G2, et elle est à la fois G2 et G1, ce qui est contradictoire. Donc dans ces conditions, comment rendre compte de la persistance de l'équipe?
Et les objets sociaux échappent-ils au principe d'identité? Donc il y a deux manières classiques de répondre à la question de la persistance à travers le temps. Donc l'endurantisme qui considère qu'une chose persiste en étant entièrement présente à chaque moment de sa carrière temporelle, et le perdurantisme qui considère qu'une chose perdure en étant une somme de parties temporelles connectées sans être entièrement présente à chaque moment, mais seulement en partie. Alors en vertu de l'endurantisme, des objets X et Y peuvent être identiques en dépit du fait qu'ils possèdent des propriétés incompatibles lorsque ces dernières sont instanciées à des temps distincts. Donc si l'équipe est G1AT et l'équipe est G2AT', alors rien ne s'oppose à leur identité car l'équipe est G1AT et G2AT'. Donc la solution consiste alors à relativiser les propriétés de l'objet au temps, ce qui permet la persistance d'un continuum à travers le changement. Les propriétés de l'équipe être G1 avant l'accident et être G2 après l'accident expriment alors des relations à l'égard de moments distincts du temps. Par exemple, être composé des champions d'Italie avant l'accident et être composé de nouveaux joueurs après l'accident. La solution endurantiste bute toutefois sur deux objections. La première objection renvoie au problème des propriétés intrinsèques temporaires analysé par David Lewis. Si l'on considère qu'un objet a des propriétés relationnelles qui évoluent à travers le temps et des propriétés intrinsèques qu'il a en vertu de ce qu'il est lui-même, on est en droit de se demander ce qui relève des propriétés relationnelles et ce qui relève des propriétés intrinsèques de l'équipe. On pourrait être tenté d'interpréter cette distinction en utilisant l'ontologie sociale de la documentalité, par exemple, de Maurizio Ferraris, où c'est la trace inscrite dans le document qui constitue l'objet social. On dirait alors que ce qui fait exister l'équipe en tant qu'équipe, c'est le document juridique, son codage constitutionnel ou juridique, et que c'est parce que cette trace reste la même que l'équipe persiste malgré la disparition de ses membres. Mais en suivant cette hypothèse, on est également confronté au problème des propriétés intrinsèques temporaires. Car en effet, le document juridique peut lui-même faire l'objet d'évolutions et de changements. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a des changements de statut ou encore de réglementation. Bref, ce qui serait considéré comme le noyau intrinsèque subirait aussi des changements. Ainsi, donc, avec l'objection des propriétés intrinsèques temporaires proposées par Lewis, on est contraint de transformer toutes les propriétés intrinsèques en des relations externes au temps. Un objet change de propriété intrinsèque, l'équipe par exemple, en étant composée de G1 avant l'accident et de G2 après l'accident, et où G1 avant l'accident et G2 après l'accident désignent des parties temporelles de l'équipe. La deuxième objection à l'endurantisme est liée là à la difficulté, donc spécifiquement dans le cas des objets sociaux, de rendre compte de la persistance de l'équipe au moment T', c'est-à-dire le moment qui suit l'accident, lorsque tous les membres de l'équipe ont disparu de manière synchronique et lorsque l'équipe n'est plus composée d'aucune partie matérielle. Le moment donc où l'équipe a un statut intermittent. En effet, la solution endurantiste requiert une continuité spatio-temporelle pour rendre compte de la persistance de l'objet, une continuité qui n'est pas à l'œuvre ici, car l'équipe n'a plus de membres. L'action de remplacement n'est pas concomitante à l'accident, mais elle intervient bien après, le temps au moins du repérage et de la sélection des nouveaux joueurs. Donc, en ce sens, le cas présenté est différent de celui du bateau de Thésée, par exemple, dont les pièces sont remplacées successivement en fonction de l'usure, car ici, il existe un moment où l'équipe n'existe plus, où la continuité est rompue et où l'équipe n'a plus de partie matérielle ni directement temporelle. Alors là, je vais passer à la solution donc perdurantiste, pour laquelle donc une même chose perdure en ayant des parties temporelles ou des phases à différents moments, bien qu'aucune de ces parties ne soit entièrement présente à plus d'un moment. Donc à la différence de l'endurantisme, qui, face au problème du changement, relativise les propriétés au temps, le perdurantisme choisit de relativiser les porteurs de ces propriétés au temps. Il n'est donc pas contradictoire de dire que l'équipe est G1 AT, G2 AT',
car l'équipe AT et l'équipe AT' désignent des parties temporelles distinctes de l'objet équipe. Donc l'équipe a donc des parties temporelles, et les propriétés contradictoires, G1, G0 et G2, sont en fait les propriétés de différentes parties temporelles de l'équipe. Mais la solution perdurantiste, elle achoppe également sur une objection. Et cette objection rejoint la seconde objection que j'ai formulée à l'endurantiste, car si on accepte l'hypothèse que l'équipe perdure jusqu'à l'accident, en ayant différentes parties temporelles, on voit mal comment expliquer que l'équipe perdure dans le temps où elle n'a plus de partie advenant dans le temps. Il y a alors comme un trou dans la séquence temporelle, un hiatus entre deux séquences temporelles. Ainsi, il semble difficile d'expliquer la perdurance de l'équipe dans l'intervalle de temps qui existe entre la disparition simultanée des joueurs de l'équipe et leur remplacement par les nouveaux joueurs. Il existe donc un moment où l'équipe n'existe plus au sens où elle n'a plus de partie temporelle ni matérielle en dehors de son document. Dès lors, on voit mal comment cette solution permettrait de soutenir que l'équipe perdure, puisque durant cet intervalle, l'équipe n'a plus de partie, donc, hormis sa documentalité, comme je viens de le dire, qui n'est pas une partie temporelle. Alors, une réponse possible à cette objection pourrait consister à dire que les parties temporelles de l'équipe sous-tendent les événements relatifs, par exemple, au deuil des supporters, à la recherche de nouveaux joueurs ou encore à la sélection de ces nouveaux joueurs. Mais quand même, on voit difficilement comment ces événements seraient des parties temporelles qui composeraient l'équipe. Car l'occurrence de ces événements dépend en effet de l'intentionnalité des individus qui en sont à l'origine. Intentionnalité qui marque la reconnaissance de l'équipe du Torino comme objet social et oriente leur action en prenant compte de cet arrière-plan. Donc l'occurrence de ces événements qui dépend donc aussi de la mémoire de ces personnes et de leurs souvenirs de l'équipe. Et ces indices mémoriels et intentionnels se situent en dehors de toute partie temporelle, même s'ils peuvent s'exprimer socialement dans le temps, par des événements symboliques ou des actes intentionnels. Et donc ici, on voit bien que la dimension sociale, elle s'acquiert dans le temps, mais que les parties temporelles ne suffisent pas pour rendre compte de la composition de l'équipe. Il semble donc que les difficultés auxquelles se heurtent les deux solutions classiques, donc l'endurantisme et le perdurantisme, quand on les applique aux objets sociaux, tiennent à la nature de ces objets. Car en effet, ni l'endurantisme ni le perdurantisme ne peuvent rendre compte de l'existence intermittente de l'équipe, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel l'équipe cesse d'exister matériellement, car toutes ses parties disparaissent, jusqu'à ce que recomposée, elle existe à nouveau. Ainsi que l'on adopte l'endurantisme ou le perdurantisme, on est conduit dans les deux cas à soutenir que l'équipe cesse d'exister juste après l'accident. Et en fait, ces théories, donc, selon moi, ne permettent pas de rendre compte de la persistance sociale de l'objet, ou plus exactement de sa nature sociale, qui, comme on l'a dit en commençant, est duale, à la fois dépendante et autonome. Alors, cette question de la persistance de l'objet social a fait l'objet de nombreuses réflexions si l'on considère un type d'objet social très particulier, à savoir les entités juridiques. Cette question, en effet, est centrale, notamment pour le droit romain, qui entend trouver des solutions pour assurer la continuité des statuts et faire, par exemple, que la personne morale survive à la disparition de la personne physique qui la représente ou l'incarne. Un grand classique en la matière, connu comme le cas de la communauté disparue, a été l'objet de nombreuses réflexions, notamment à l'époque médiévale ou de la scolastique tardive. Le cas juridique est le suivant, il s'agit de savoir à qui reviennent les biens d'un monastère alors même que la communauté des moines a totalement disparu. Et ce cas n'est pas sans affinité avec celui que je viens de présenter en commençant, mais pour le juriste, il s'agit de savoir à qui attribuer les biens du monastère dont l'ensemble des moines disparaît, à son représentant, au lieu lui-même ou bien au futur moine. Donc, il ne s'agit pas là d'envisager, dans cet exposé, le détail des différentes jurisprudences, mais de noter, comme le souligne donc Yann Thomas, que c'est l'intention de la réitérabilité du monastère qui assure sa permanence.
et que c'est à partir de la projection collective de sa restauration future que sa continuité est reconnue. Le juriste considère en effet qu'en l'absence de ces parties matérielles, que sont les moines, l'objet social, la personne morale, qu'est le monastère, persiste dans l'intention de tiers pour lesquels il a vocation à continuer d'exister et à être restauré dans sa fonction. Et le commentaire juridique du casuis souligne l'importance de l'intentionnalité donc, pour ce qui est des objets sociaux, donc ici, dans ce cas précis de leur statut juridique, des objets qui persistent en dépit de la disparition de leur support matériel, l'individu ou les membres du collectif. Alors, la notion d'intention de réitérabilité, utilisée par l'interprétation juridique médiévale, est très intéressante car, en fait, elle renforce notre analyse. Puisque, comme on l'a vu, ni la solution endurantiste et ni la solution perdurantiste ne prennent en compte le rôle joué par l'intentionnalité dans l'existence des objets sociaux. Or, il semble que précisément dans le cas extrême de celui de l'équipe anéantie puis recomposée, comme pour celui de la communauté de moines disparus, le rôle de l'intentionnalité soit essentiel pour rendre compte tant de l'existence de l'objet social que de sa persistance. On retrouve également cette idée chez Achille Varzi et Michael Slater lorsqu'ils soutiennent dans un discours imaginaire entre Michael Jordan et son entraîneur que ce sont les représentations des supporters, et plus précisément notamment la loyauté, qui contribuent de l'extérieur au maintien de l'équipe des Chicago Bulls, indépendamment de la composition extensionnelle du groupe. Et dans ce cas, tout se passe comme si le groupe était alors requalifié en équipe à partir de facteurs externes. Ce sont donc les représentations collectives et les projections des supporters qui font que l'équipe est reconnue comme cette équipe-là. Alors, j'irai même plus loin en soutenant que la permanence de l'équipe est assurée par deux types d'intentionnalité. Une intentionnalité comme acceptation collective, donc à la John Searle, qui assure la stabilité de l'arrière-plan institutionnel, et une intentionnalité en action qui implique les coordinations sociales. En effet, pour comprendre comment le Torino peut survivre à l'anéantissement de ses membres, donc de ses composants matériels, il faut considérer ce qui fait que cette équipe existe en tant qu'équipe, et pas seulement comme une addition de joueurs, et ce qui fait qu'un individu existe en tant que joueur de cette équipe. Dit autrement, il faut comprendre en quoi cette équipe et ses joueurs sont des objets sociaux, et pas seulement une somme de parties matérielles ou temporelles. De fait, pour être un joueur du Torino, il faut d'abord se considérer comme appartenant à l'équipe du Torino, être reconnu comme tel à l'intérieur et à l'extérieur de l'équipe, par ses supporters notamment, mais plus largement par l'ensemble d'une structure sociale, juridique, normative, médiatique, qui reconnaît ce groupe de joueurs en tant qu'équipe. Il faut donc préalablement accepter l'existence de l'arrière-plan des objets sociaux, avec son lot de règles, de codes et de normes, car en effet, pour se considérer comme le joueur d'une équipe, donc participer à des championnats, agir avec intention conjointe, il faut au préalable accepter que cette équipe est une équipe, c'est-à-dire un objet appartenant à la classe des équipes, des objets qui ont des propriétés constitutionnelles, des règles, des statuts et des modes de fonctionnement spécifiques, et qui sont reconnus comme tels au sein d'un groupe donné, et qui présentent des propriétés en vertu desquelles les joueurs orientent ou conforment leurs actions. Bref, il faut accepter individuellement, mais surtout collectivement, l'arrière-plan social dans lequel les actions s'inscrivent. Et c'est en ce sens que l'on peut parler d'une irréductibilité des objets sociaux à leurs composants matériels et temporels, et d'un critère de permanence intentionnelle pour les objets sociaux. Mais l'intentionnalité entendue comme acceptation n'est pas suffisante, car pour exister concrètement, il faut des actions sociales, des actions ou des pratiques qui ancrent l'objet dans le temps. Dans le cas de l'équipe, il s'agit des actions coordonnées des joueurs qui agissent de manière conjointe et inscrivent leurs actions en tant que membres d'un tout socialement reconnu comme une équipe. Ou encore, lorsque l'équipe est intermittente, il s'agit des actions qui marquent son existence passée ou celle de sa recomposition future.
On a donc clairement ici les éléments qui font l'objet social, l'acceptation collective reconnue et contraignante d'une part, et d'autre part, les actions conjointes et les coordinations qui s'inscrivent dans le temps et rétroagissent avec l'objet social tel qu'il est collectivement reconnu. Alors, si l'on rapporte cette analyse à la question de la permanence de l'objet social, l'hypothèse à laquelle nous arrivons est que ce sont à la fois les représentations de l'objet social, donc l'acceptation de l'arrière-plan, comme je disais tout à l'heure, et l'intentionnalité en acte, qui assurent la continuité des objets sociaux ou des institutions. En d'autres termes, l'existence de l'objet social est garantie tant que, en fait, l'acceptation collective de l'objet continue à avoir des effets sur les interactions et les coordinations sociales qui, elles, s'expriment dans le temps. Alors, en suivant la terminologie de Frédéric Neff et de Pierre Livet, on pourrait dire que c'est l'acceptation ou les représentations sociales qui requalifient des faits en faits sociaux. Et cette continuité intentionnelle ouvre donc un champ d'interaction et de coordination proprement sociale. Ainsi, donc, l'existence de l'équipe comme objet social dépend d'une part de l'attribution d'une intentionnalité au collectif et d'autre part des actions conjointes issues de ces représentations qui ancrent l'équipe dans le temps grâce aux actions du groupe. Donc si, comme cela semble être le cas, la composition de l'objet social est mixte, à la fois intentionnelle et temporelle, ce qui explique donc l'échec des solutions endurantistes et perdurantistes pour les objets sociaux, on peut se demander si la solution proposée par Peter Simons en termes de continuant et d'occurrent ne serait pas plus satisfaisante. Alors, on opère ici un glissement de la composition à la constitution des objets sociaux pour mieux être en mesure de discerner la mixité qui les caractérise. Alors, pour résoudre le problème du changement et de la persistance des objets, Peter Simons propose une solution mixte combinant au sein d'une relation spécifique des continuants et des occurrents. Les continuants sont abstraits. Ils existent dans le temps grâce à leurs occurrents, mais ils n'ont pas de partie temporelle. Ils sont invariants sous une certaine relation. Les continuants persistent en étant entièrement présents à travers le temps. Les occurrents, quant à eux, sont des processus ou des événements dont les parties surgissent dans le temps. Ils ont des parties temporelles, et plus précisément, ils sont des complexes de temps, de lieux d'action et de choses diverses intriquées les unes dans les autres. L'enjeu ici est de voir si l'on peut appliquer ce dualisme à la mixité des objets sociaux qui, à l'instar de l'équipe, persiste grâce à l'intentionnalité collective ou à la mémoire qu'un groupe social a de l'équipe, donc l'équipe en tant que continuant, et qui acquiert une existence temporelle par les interactions, les processus et les interactions sociales qui seraient les occurrents. De fait, les continuants existent dans le temps, mais ils n'ont pas de partie temporelle indépendante de celle de leurs occurrents. Donc, par exemple, dans l'objet social qu'est le mariage, l'objet continuant invariant désigne l'objet social, donc le mariage, qui existe indépendamment de ses occurrences particulières et persiste dans le temps. Donc, les occurrents du mariage recouvrent quant à eux plusieurs événements, par exemple ceux qui composent la cérémonie, le serment, les signatures ou encore le vin d'honneur. Donc autant de moments qui ancrent le continuant du mariage dans le temps. Alors, l'ontologie bicatégorielle en termes de continuant et d'occurrent semble être une bonne candidate pour rendre compte des objets sociaux sous leur double aspect, à savoir à la fois lieu d'activité et d'action entre individus qui s'inscrivent dans le temps, et objets dont la fonction et le statut sont socialement reconnus et acceptés. Alors, mon hypothèse est que les objets sociaux en tant que lieu d'interaction, d'action, seraient les occurrents, et les objets sociaux collectivement reconnus seraient les continuants, donc cette équipe, ce monastère. Mais pour cela, il faut vérifier si le statut du continuant est compatible avec le caractère intentionnel des objets sociaux, compte tenu du rôle essentiel de l'intentionnalité dans la construction et la continuité des objets sociaux. Et pour cela, il faudra également s'assurer que le statut du continuant est compatible avec le caractère intentionnel des objets sociaux. Alors, pour tester cette hypothèse,
je voudrais partir des 3 éléments de la solution proposée par Peter Simons dans son article Continuance and Occurrence et voir s'ils peuvent s'appliquer au cas particulier des objets sociaux. Alors ces éléments sont d'abord la dépendance existentielle et rigide des occurrents implique des continuants. Deuxième élément, c'est les continuants sont des abstraits reliés à la somme de leurs occurrents vitaux. Et le troisième élément, c'est que les continuants sont invariants aux différentes phases temporelles disjointes de leurs occurrents. Ils endurent à travers le temps. Alors tout d'abord, le premier aspect, donc, que je rappelle, la dépendance existentielle et rigide des occurrents implique les continuants. Alors le dualisme entre continuants et occurrents n'est pas donc seulement le fait du langage ordinaire et de nos différents modes de prédication. En effet, les occurrents garantissent l'existence du continuant et plus précisément, les occurrents sont des vérifacteurs des continuants. En d'autres termes, l'existence même de certains occurrents requiert l'existence de continuants. Et pour reprendre donc l'exemple de Simons, le sourire du bébé dépend existentiellement et rigidement du bébé, de ce bébé, de telle sorte que l'existence du sourire implique l'existence du bébé. Le sourire est alors un vérifacteur de la proposition « ce bébé existe ». Ainsi, les occurrents, donc le sourire de ce bébé, dépendent rigidement de continuants, mais dans le même temps, l'existence concrète de l'occurrent est un vérifacteur du continuant. Le sourire du bébé dépend existentiellement du bébé et la preuve de l'existence du bébé est impliquée par son sourire. Ainsi, on peut prouver l'existence d'un continuant par la dépendance existentielle et rigide des occurrents, de telle sorte que, donc là c'est une proposition soutenue par Simon, si A est dépendant existentiellement et rigidement de B, alors A est un vérifacteur de l'existence de B. Notons que la spécificité de la dépendance entre occurrent et continuant. Il y a vraiment une spécificité car l'occurrent dépend rigidement et existentiellement du continuant, mais ce dernier, donc le continuant, n'existe dans le temps que par son occurrent vital. Et ce point est essentiel car en effet, comme l'indique Simons, tous les occurrents n'impliquent pas nécessairement de continuant. Pour que l'implication s'opère, les occurrents doivent être essentiels à ce qui fait que le continuant est ce qu'il est dans le temps. De telle sorte que donc Simons propose une deuxième proposition qui est la suivante. Pour tout continuant donc surgissant dans le temps, ce qui montre que C existe à t ou à travers l'intervalle t est la tranche ou la phase des occurrents vitaux de C, donc du continuant, c'est-à-dire les événements et les processus qui le maintiennent en tant que continuant. Alors voyons maintenant si le critère de la dépendance existentielle des occurrents au continuant fonctionne pour les objets sociaux. Et alors là, je reprends le cas du Torino, mais je vais essayer de le comprendre en termes d'occurrents et de continuants. Alors, les interactions, les coordinations et les actions conjointes entre les joueurs de l'équipe, par exemple, lors d'un match, on pourrait dire que c'est des occurrents de l'équipe. Il peut s'agir de passes, de dribbles, de buts. Et les actions et les événements qui en découlent inscrivent le continuant qu'est l'équipe dans le temps. Ces occurrents donc, sont composés de parties temporelles ou de phases. L'accident d'avion, par exemple, est également un occurrent de l'équipe. Et on peut dire que l'équipe, en tant que continuant, persiste en tant qu'équipe, indépendamment de la variation extensionnelle de ces occurrents. On retrouve bien là une dépendance existentielle et rigide si l'on considère que les joueurs, plus précisément les individus en tant que joueurs, dépendent de l'existence de l'équipe et que le groupe de joueurs du Torino, en tant qu'objet social, dépend de l'existence du Torino, de cette équipe et non pas de n'importe quelle autre équipe. Il s'agit bien là d'une dépendance rigide et non pas générique. Les occurrents donc, sont également des vérifacteurs du continuant dans la mesure où c'est par eux que l'on peut dire que l'équipe existe. La disparition des joueurs de l'équipe du Torino dépend existentiellement de l'équipe comme continuant. À noter que je me situe bien ici au niveau social et qu'il s'agit de l'existence donc, des joueurs, des individus en tant que joueurs et non pas des individus en eux-mêmes. Et parce que donc, pour qu'il y ait disparition des joueurs du Torino, il faut bien que l'équipe du Torino existe.
Ainsi, donc, en appliquant aux objets sociaux une ontologie des continuants et des occurrents, on est également en mesure de rendre compte de la continuité de l'objet social, même lorsque ses composants matériels disparaissent. Le continuant se manifestant alors dans le temps au travers des événements, par exemple, dans le cas de l'exemple, qui suivent le drame. Ça serait le deuil, puis la sélection des nouveaux joueurs, etc. Donc le premier critère de la théorie de Simons semble pouvoir s'appliquer aux objets sociaux. Donc, j'en arrive donc au deuxième critère de la théorie, qui était que la relation d'équivalence spécifique du continuant, la relation spécifique du continuant a ses occurrents vitaux. Alors dans la théorie de Simons, un continuant est une abstraction sous une relation d'équivalence spécifique, R, donc R désignant la somme méréologique des occurrents vitaux d'un certain continuant. Prenant l'exemple de Marie, Simons montre qu'à un temps donné, certains processus et événements sont essentiels à son existence. Marie continue d'exister tant que les événements et les processus vitaux essentiels à son existence continuent de se produire. C'est par exemple sa respiration, les battements de son cœur. Et ces différents processus sont reliés par des relations diverses, et une de ces relations est la relation d'équivalence, selon laquelle Marie existe à T et à T', si et seulement si les occurrents vitaux pertinents se produisent à ces moments-là et sont reliés par une relation d'équivalence. Ainsi, donc, Marie est un objet abstrait, un invariant sous une certaine relation spécifique d'équivalence avec ses occurrents vitaux. La spécificité des continuants est qu'ils peuvent être considérés comme abstraits, donc sous une relation spécifique d'équivalence entre leurs occurrents, et ils sont alors des invariants. Donc, cette relation d'équivalence peut s'appliquer aux objets sociaux, notamment à l'équipe du Torino. Donc, l'objet continuant invariant désigne l'objet social, l'équipe du Torino, qui existe indépendamment de ses occurrences particulières et persiste dans le temps. Comme on l'a vu précédemment, les occurrents sont composés, eux, des interactions, des événements entre les joueurs du groupe au cours d'un match, par exemple, ou d'un entraînement. Autant de moments qui composent différentes phases temporelles de l'équipe comme continuants. L'équipe est aussi spatiale et localisable grâce à ses occurrents vitaux. Mais notons que si le continuant équipe n'existait pas, dans la situation contrefactuelle où le foot n'existerait pas, les processus qui accompagnent la manifestation des occurrents vitaux ne pourraient pas non plus avoir lieu. Donc on retrouve bien ici la dépendance existentielle des occurrents au continuant. Reste à présent à examiner le troisième critère pour voir s'il peut s'appliquer aux objets sociaux. Alors le troisième critère, c'est les continuants sont invariants et traversent les différentes phases temporelles disjointes de leurs occurrents. Il est à noter que lorsque Simons affirme que les continuants sont abstraits sous une certaine relation d'équivalence entre leurs occurrents, cela ne signifie pas qu'ils existent en dehors de tout repère spatio-temporel et qu'ils sont inaccessibles à toute relation d'influence causale. En effet, les continuants donc, sont reliés à l'espace et au temps grâce à leurs occurrents vitaux. Toutefois, ils n'occupent pas l'espace de la même manière que leurs occurrents, car ils n'ont pas de partie temporelle. Ils sont localisés dans l'espace là où leurs occurrents vitaux le sont, mais ils traversent les différentes phases temporelles de leurs occurrents. Donc, à la différence de ces occurrents vitaux, le continuant endure, et c'est en ce sens que certaines de ses propriétés sont relativisables au temps. Donc, le troisième critère d'invariance nous paraît compatible avec les objets sociaux et découlé des deux critères précédents. Donc, l'équipe du Torino est un continuant invariant qui se manifeste dans le temps grâce à ses occurrents et dispose de propriétés relationnelles relativisables au temps, mais traverse les différentes phases temporelles de ses occurrents sans varier. Toutefois, donc, en ce qui concerne les objets sociaux, le caractère invariant des continuants vient de ce qu'ils sont issus de l'intentionnalité à la fois des joueurs, mais également des agents qui, extérieurs à l'équipe, la reconnaissent comme objet social. En effet, les objets sociaux, donc comme une équipe de foot, un drapeau, un État, sont des objets qui deviennent sociaux, non pas du fait des propriétés de leur partie matérielle,
groupe de joueurs pour l'équipe, morceau de chiffon pour le drapeau, fonctionnaire pour l'État, mais du fait des propriétés normatives, fonctionnelles et symboliques qui leur donnent un rôle social dans nos vies, leur assignent une spécificité et leur assurent une reconnaissance collective. Et ces propriétés-là sont intentionnelles. Elles ne sont pas perceptibles et ne sont pas celles des propriétés physiques de la base matérielle qui leur sert de support. Ainsi, ce qui distingue un continuant naturel d'un continuant social, c'est que dans le cas de l'objet social, il est intentionnel et dépend des acceptations collectives pour exister. Son existence est alors en ce sens précaire. Le traitement des objets sociaux en termes de continuants et d'occurrents semble donc pertinent en prenant en compte là des aménagements et par rapport aux continuants notamment. En effet, donc, comme je viens de le dire, dans le cas des objets sociaux, le continuant est généré et stabilisé par une intentionnalité qui se situe à l'extérieur de l'objet et fonctionne comme un opérateur qui requalifie les parties de l'objet en rôle, en fonction et en statut. Donc le continuant acquiert une existence temporelle grâce à ses occurrents vitaux, des interactions, les processus, les événements, qui dépendent existentiellement et rigidement du continuant pour être reconnus socialement. En ce sens, le caractère intentionnel assure la persistance du continuant, mais ce sont les occurrents qui traduisent son existence dans le temps et l'individualisent dans la réalité. Voilà, donc cette proposition de structure fondamentale, je dirais, des objets sociaux marque une première approche de la composition de ces objets, qui sont donc, comme j'ai essayé de le dire, des hybrides composés de parties intentionnelles et temporelles, et constitués de continuants abstraits et d'occurrents qui ancrent l'existence de continuants dans le cours de la réalité sociale. La deuxième étape proposée donc, par l'exposé de Frédéric Neff, qui va suivre le mien, consiste à rendre compte du point de vue du cours des faits de la composition des occurrents, c'est-à-dire des processus qui assurent la dynamique sociale. Alors, on ne se situe plus au niveau de la stabilité objectuelle, mais au niveau des processus de la réalité sociale. Voilà. Merci.